Madame, Monsieur, bonjour. Les titres de cette édition. 32 milliards de francs CFA pour créer une agropole dans la région des Cascades. Cela par le biais du projet d'aménagement et de valorisation de la plaine de la Léraba, lancé ce vendredi à Douna. Détail dans cette édition. Dans cette édition, les crocodiles de la mare de Bazoulé sont en détresse et pour cause, la mare est menacée d'assèchement. Les habitants de Bazoulé lancent un cri de cœur pour le curage complet de la mare. Constat dans cette édition. Et dans cette édition, l'ouverture de la 14e édition du Festival international du rire et de l'humour de Ouagadougou-Firo. L'activité connaît la participation d'une dizaine d'humoristes de la sous-région ouest-africaine. Pour en parler, nous avons avec nous Augusta Palanfo, la promotrice du Firo, et ce sera dans la page culture de cette édition. Bienvenue à tous. Politique pour ouvrir cette édition, session ordinaire du mouvement du peuple pour le progrès, ouverte ce matin à Ouagadougou. Les membres du bureau vont se pencher sur la vie du parti, la réélection du code électoral et les réformes engagées par le président du Faso. Cette rencontre devrait aussi aboutir à des sanctions à l'encontre de centaines de militants du MPP. Roger Kam et Yanki Teda. Comme à la session précédente, la présente va également prononcer des sanctions à l'encontre des militants dont les comportements sont jugés contraires à la discipline interne du parti. C'est d'ailleurs l'un des points saillants de la rencontre du bureau politique national du MPP, le mouvement du peuple pour le progrès. La commission de contrôle et de vérification mandatée à cet effet est enfin prête et le bureau va décider. La commission a travaillé d'arrache-pied, ce qui fait qu'aujourd'hui elle est en mesure de proposer des sanctions pour les cas résiduels. Et c'est ce que le bureau politique national va faire en prononçant encore des sanctions d'exclusion à l'encontre de certains militants visiblement fautifs, dont les fautes vraiment ne souffrent d'aucun débat, et des sanctions de suspension et des sanctions d'avertissement pour d'autres. Outre les sanctions, le bureau du parti au pouvoir va se pencher sur les réformes en cours pour mieux les soutenir. Sur la question de la réconciliation nationale, nous avons également mis en place une commission. Nous avons aussi mis en place une commission sur les questions de mise en œuvre du programme présidentiel et de la gouvernance en général. Et il était donc normal que ces commissions puissent livrer aussi la quintessence de leurs réflexions au bureau politique national. Le mandat actuel du président du Faso est consacré aux grandes réformes pour placer résolument le pays sur les rails d'un état de droit, souligne le Premier ministre. Selon Christophe Dabiré, les actions entreprises en faveur de la réconciliation nationale avancent positivement. Il indique que les débats politiques avec l'opposition seront renforcés avant d'inviter le parti à rester toujours soudé pour les prochaines batailles. Le programme Présimètre est en fin d'exécution. Présimètre est une initiative de l'ONG suédoise Diakonia qui vise le renforcement du contrôle citoyen des politiques publiques. 15 partenaires ont collaboré dans la mise en œuvre du programme. À leur intention, Diakonia a organisé ce mardi à Ouagadougou un forum. Nongbakuda et Caroline Ouari. C'est la journée des partenaires de l'ONG Diakonia. De 2017 à 2020, 15 acteurs de la société civile et d'organisations non gouvernementales ont pris part à l'appel au modelage d'une citoyenneté avertie sur les questions de suivi de la gouvernance publique, et ce, dans le cadre de la mise en œuvre du programme Présimètre. À l'heure du bilan, invite est faite à ces acteurs pour juger des acquis engrangés. Le premier bilan, il est positif parce que déjà le sondage permettait aux citoyens de donner leur opinion sur la mise en œuvre des politiques publiques et le retour aussi des dirigeants à prendre en compte également les opinions des citoyens et travailler à améliorer ces différentes politiques publiques-là. L'appréciation est également positive du côté de l'ONG organisatrice. Sur le bilan de l'ensemble, des contributions au renforcement du contrôle citoyen sur les politiques publiques sont notées. Nous sommes personnellement, au niveau de Diakonia et de nos partenaires, nous sommes très satisfaits des résultats. Parce que nous avons vu que les gouvernants se sont prêtés au jeu de la redevabilité. Les citoyens se sont intéressés à l'affaire politique et ont posé les questions qui les préoccupaient.
Nous avons trouvé des réponses et même des actions correctrices ont été prises face aux interpellations des citoyens. Nous avons mis dans le débat public les questions qui préoccupaient les citoyens et nous avons invité les autorités à y répondre. Nous sommes donc très satisfaits. Nous ne demandons qu'à faire davantage pour la prochaine phase. Créer un cadre de rencontre des organisations de la société civile burkinabé autour des actions du Présimètre est l'objectif du présent forum. Le projet d'aménagement et de valorisation de la plaine de la Léraba-Paval est un nouveau projet lancé officiellement ce 9 avril à Douna dans la Léraba. Il s'agit pour le gouvernement et ses partenaires de créer une agropole dans les cascades. Son coût, 32 milliards de francs CFA, financé par la Banque mondiale, le Fonds international de développement agricole et l'État burkinabé. Drissa Traoré et Karim Sissé. La superficie de la plaine irriguée de Douna-Niofila va connaître une extension de 1000 hectares. Et cette extension serait possible grâce au projet d'aménagement et de valorisation de la plaine de la Léraba-Paval. Un projet qui a pour ambition de contribuer à l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les cascades. D'un coût de financement d'environ 32 milliards de francs CFA, le Paval a une durée de 5 ans. Il est financièrement porté par la Banque africaine de développement, le Fonds international de développement agricole et l'État burkinabé. L'aménagement de 1000 hectares de terre par la maîtrise totale de l'eau, et la réhabilitation de 410 hectares, mais également ça va permettre de faire une étude de faisabilité pour la création d'un agropole dans la région des Cascades. C'est pour dire que ce projet va accompagner les producteurs pendant 5 ans. Et cela va permettre la réalisation d'infrastructures de stockage. Ça va permettre la réalisation d'infrastructures sociales. L'avènement d'un tel projet est salué aussi bien par les autorités que par les producteurs agricoles. Il permettra selon eux de booster la production agricole sur cette plaine aménagée. C'est quelque chose qui était très attendu, puisque les parcelles aménagées étaient très restreintes, mais maintenant avec l'ajout, on se dit que la population et l'environnement seront très satisfaits pour pouvoir augmenter la production. Nous invitons en tout cas nos parents, nos frères et sœurs à s'investir, à accompagner le projet pour qu'il soit vraiment un succès, qu'il profite à la majorité, qu'il profite à la région des Cascades. À cette cérémonie, le ministre de l'Agriculture a remis 11 tonnes d'engrais à 3 coopératives agricoles. La délégation s'est ensuite rendue au barrage de Douna-Niofila, un barrage qui assure la survie de la plaine aménagée de Douna-Niofila. Les populations de 5 villes de 4 régions du Burkina, les personnes déplacées internes en particulier, vont bientôt voir leurs conditions d'accès à l'eau potable s'améliorer. Cela par le biais d'un projet financé par l'Agence française de développement et l'USAID à hauteur de 900 millions de francs CFA pour la mise en œuvre du projet. Et l'Office national de l'eau et de l'assainissement ONEA a signé hier à Ouagadougou une convention dénommée Nexus. Kwale Nebié et Abdelaziz Yadjibou. Le cri de détresse d'environ 360 000 personnes, dont des déplacés internes, a été entendu par l'ONEA et ses partenaires. Des populations de 5 localités des régions du centre-nord, de l'est, du nord et du Sahel, auxquelles l'Office national de l'eau et de l'assainissement apporte une assistance d'urgence en matière d'accès à l'eau potable, et ce, à travers un projet dénommé Nexus. Ce projet d'un coût estimé à 900 millions de francs CFA est financé par l'USAID et l'Agence française de développement. L'Agence française de développement est un partenaire très ancien de l'ONEA. Il était normal, de notre point de vue, qu'on vienne en appui à l'ONEA et d'une manière plus générale, le gouvernement burkinabé pour pallier cette situation, pallier ces difficultés, aider à ce que les populations puissent au moins avoir un minimum de services vitaux. L'eau, c'est la vie et c'est indispensable à beaucoup d'activités. Le projet Nexus devrait permettre à l'ONEA de renforcer durablement ses capacités en termes de prise en charge efficiente de la fourniture en eau et l'assainissement dans les zones à risque sécuritaire. Vous avez la zone du Sahel, du Nord, du Centre-Nord, qui connaît des difficultés d'approvisionnement en eau potable de façon récurrente. À cela est venu s'ajouter les déplacés internes.
ce qui fait que la situation est devenue très grave. Et les capacités de l'ONEA également ont été perturbées par cette insécurité, parce que dans ces zones-là, nous produisons l'eau mais nous ne faisons pas de recettes, parce que c'est difficile. Donc compte tenu de tout cela, nous avons eu les partenaires qui nous ont aidés, qui veulent nous appuyer pour pouvoir faire face à cette situation délicate. L'appui financier de l'AFD couvre les villes de Waïgouya, Oula et Séguénéga. Le financement de l'USAID, lui, contribuera à soulager les zones de Kongoussi et Titao. À Bazoulé, la saison sèche rime avec difficulté pour les crocodiles. Cette année encore, la mare est menacée d'assèchement. Phénomène accentué par les activités maraîchères autour de la mare, renchéri par la pression anthropique. Les habitants de Bazoulé appellent à un curage complet de la mare afin de sauver les crocodiles. Constat avec Nongba Kouda et Pascal Kane. Voici ce qui reste de la mare aux crocodiles sacrés de Bazoulé en ce début du mois d'avril. Une vaste étendue de terre craquelée et des crocodiles en détresse. Aux grandes dames de Prosper et Alfred Kaboré, frère guide sur ce site touristique. Les crocodiles vivent sur le fil du rasoir en deux endroits qui contiennent encore un peu d'eau. Les crocodiles, de nature très jaloux de leur territoire, sont ainsi obligés de s'agglutiner ici avec tous les risques que cela comporte. Ils se sont coincés au milieu et il y a d'autres qui se battent, qui se blessent et on ne sait pas d'ici la fin du mois qu'est-ce que ça va devenir, on ne sait pas. Il y a d'autres qui préfèrent aller dans les concessions des gens, il y a d'autres aussi qui préfèrent creuser des trous pour faire leur nid, pour rester là-bas pendant la saison pluvieuse. Si les crocodiles de Bazoulé sont d'ailleurs toujours sur place, c'est grâce à l'intervention en 2019 d'un projet du ministère de l'Environnement. Le projet Stress hydrique avait alors curé une partie de la mare et mis en place un dispositif d'alimentation en eau avec 2 pompes solaires. Mais aujourd'hui, humains et crocodiles se disputent l'eau de ces pompes, réduisant ainsi leur impact. On a eu des boulis, on a eu 2 forages, mais c'est insuffisant toujours parce que l'eau ne gagne pas le temps pour rentrer dans la mare. Parce que vous voyez qu'il y a les dames qui sont à côté des robinets qui pissent l'eau. On n'a pas les fatigués, on ne peut pas boire. Parce que si tu veux dire, ils disent qu'eux-mêmes, ils n'ont pas de l'eau pour boire, ne parlons pas des animaux. Bien sûr que le projet est venu au secours des animaux. Mais il n'y a pas les gens aussi, il n'y a pas les animaux. Pourtant, Bazoulé vit à travers sa mare aux crocodiles qui attire de nombreux touristes chaque année. La mare Kitari constitue donc une menace pour l'économie locale et pour les traditions de la localité liées à ces crocodiles. Je demande aux autorités de nous venir en aide. De nombreuses personnes sont venues nous voir ici grâce aux crocodiles. Que Dieu donne les moyens aux autorités afin qu'elles nous aident à curer la mare pour qu'on ne perde pas nos crocodiles. Actuellement, la mare est bouchée, donc ce n'est plus profond. Donc même s'il pleut abondamment et la mare est pleine, d'ici le mois de janvier, février en allant, le niveau de l'eau baisse carrément. Donc s'ils peuvent nous aider à curer la mare pour que la mare soit un peu profonde, donc quand il pleut, il y a toujours de l'eau, ça peut garder de l'eau jusqu'à la saison des pluies. Pour l'instant, le salut des crocodiles de Bazoulé viendra peut-être du ciel. Alors guides et habitants croisent les doigts et espèrent une pluie précoce et bienfaisante qui viendra mettre leurs crocodiles à l'abri du danger. Green Africa et ses partenaires que sont le ministère en charge de l'environnement et celui de l'éducation nationale lancent le programme Éco-École. C'est un programme qui vise à faire des jeunes scolaires des défenseurs de l'environnement, cela en les mettant très tôt face à leurs responsabilités dans la préservation et la gestion des ressources naturelles. Bienvenue Tansa. Le collège Saint-Jean-Baptiste de la salle de Ouagadougou fait partie des 20 établissements scolaires des régions du centre et des Hauts-Bassins sélectionnés pour participer à la phase pilote du programme Éco-École de Green Africa. Éco-École vise à faire de la jeunesse scolaire un défenseur de l'environnement en la mettant très tôt face à ses responsabilités dans la préservation et la gestion des ressources naturelles. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant d'instruire les générations futures. Donc l'éducation va passer par la base, donc par les plus jeunes, et c'est eux qui seront les éco-citoyens de demain
et qui pourront avoir les meilleures attitudes. Comme ici au collège de la Salle où un club écologique a été créé, le principe du programme Éco-École est de créer des clubs écologiques dans les 20 établissements pilotes et d'y installer des jardins hors sol dans des serres. Ces jardins serviront à inculquer aux élèves un esprit écolo. Ce projet a un but d'abord économique, lucratif. Ensuite, nous sommes conscients des problèmes que rencontre l'environnement de nos jours. Nous sommes conscients que nos petits frères, nos arrière-petits frères ne verront pas tous ces beaux arbres. Ainsi, nous voulons en fait changer cela. Donc, nous planterons des arbres et nous en prendrons soin. La cérémonie de lancement du programme Éco-École a connu la présence de Green Africa et de ses partenaires que sont le ministère de l'Éducation nationale et celui de l'Environnement. Nous allons accompagner ce programme. La Direction générale donc, de la protection de l'environnement du ministère va travailler à accompagner ce programme. Et nous avons profité ici pour dire que nous allons créer l'émulation entre les lycées et collèges, donc en faisant un concours pour déterminer à la fin de l'année la meilleure éco-école du Burkina Faso. À terme, le programme Éco-École veut installer 200 clubs écologiques dans les 13 régions du Burkina. L'ambition de Green Africa est de voir les questions de gestion des ressources naturelles enseignées dans nos lycées et collèges. Le projet clé qui signifie « Cultivons l'esprit d'entreprise » est un nouveau projet lancé ce vendredi à Kaya par le ministère en charge de la promotion de l'entrepreneuriat en collaboration avec les Pays-Bas. Le projet clé couvre les régions du centre-nord, de l'est, du Sahel et des Cascades. Il entend stimuler la jeunesse burkinabé dans le sens de l'auto-emploi. Pascal Tapsoba et Jacques Ouedraogo, reportage. C'est un nouveau projet pour promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes au Burkina Faso. Lancé ici à Kaya, le projet « Cultivons l'esprit d'entreprise » clé a été initié par le Royaume des Pays-Bas. Il va permettre à la jeunesse burkinabé de créer ses propres entreprises plutôt que de se faire employer. L'exécution du projet est assurée par un consortium de structures dirigées par des jeunes entrepreneurs. Dans notre pays, dans l'Ouest, aussi la majorité ne travaille pas pour les gouvernements. La majorité travaille dans le secteur privé. Mais le secteur privé ici, c'est le secteur des entreprises grandes. Mais non, il y a beaucoup plus de petits entrepreneurs. Et nous voulons assister les jeunes de devenir aussi des petits entrepreneurs. Si maintenant un jeune a la volonté de vouloir s'engager, maintenant nous allons l'aider en lui offrant une formation de base sur les concepts de l'entrepreneuriat. Face à la saturation de la fonction publique burkinabé, l'entrepreneuriat représente une question d'obligation plutôt qu'un choix pour plusieurs jeunes. Le secteur informel devient l'un des recours pour lutter contre le chômage des jeunes au Burkina Faso. Les jeunes cherchent l'emploi, cherchent à voir donc s'insérer au niveau de la fonction publique ou au niveau donc des fonctions privées, à se faire employer. Nous, notre objectif et notre vision, c'est de faire en sorte que les jeunes créent plutôt l'emploi plutôt que de chercher à se faire employer. Et ce projet-là rentre dans ce sens-là. C'est pourquoi nous sommes heureux de pouvoir donc accompagner ce projet. Aujourd'hui, je peux dire qu'on est plus que comblé parce que ce projet-là a vu le jour. C'est un projet qui va permettre à la jeunesse d'avoir confiance en elle-même, qui va permettre à la jeunesse de s'auto-employer et d'employer. Financé à hauteur de 1 milliard de francs CFA environ par le Royaume des Pays-Bas, le projet Cultivons l'esprit d'entreprise est mis en œuvre par plusieurs structures de jeunes telles que Tananger, La Fabrique, Wakat Lab et Mediapro. Il couvre les régions du centre-nord, de l'Est, le Sahel et les Cascades pour une durée de 3 ans. 2 heures n'ont pas suffi aux panélistes pour épuiser les sujets liés au mouvement féministe. C'était au cours d'une conférence publique organisée ce 8 avril à Ouagadougou par le Centre de recherche et d'intervention en genre et développement. Les différents panélistes ont abordé des thèmes comme l'évolution du concept, sa définition et surtout le type de féminisme qu'il faut à un pays comme le Burkina. Le point des échanges avec Amadou Ilboudo et Estelle Judith Assogba. À cette conférence publique, les panélistes lancent le débat sur le féminisme avec comme thématique centrale les différents moments de l'histoire du féminisme, ses arguments de lutte et ses actions politiques. On retient que ce mouvement a été lancé depuis le 19e siècle au niveau mondial et selon la magistrate Julie Rose Ouedraogo, c'est un mouvement qui renferme plusieurs courants de pensée. Le féminisme modéré et le féminisme radical.
Et les questions qu'elle se pose est de savoir où est-ce que le Burkina se positionne. Faut-il se particulariser sur ce mouvement? Si oui, de quelle manière? Parce que un mouvement qui véhicule plusieurs courants de pensée, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a une certaine méfiance, il y a une forme de rejet de ce mouvement féministe là au Burkina Faso. Et lorsqu'on se présente féministe, finalement on ne sait pas de quel bord on est. Mais maintenant, comment faire pour particulariser le féminisme que nous voulons mener dans notre pays? C'est tout l'intérêt de ce débat entre les conférencières et le grand public. Nous voulons que ça soit clair. Qu'est-ce qu'on entend par féminisme? Qu'est-ce qu'on veut défendre? Et si cela est conforme à nos valeurs? Et comment nous pouvons adapter cela? Parce que promouvoir les droits des femmes, est-ce que ça veut dire être obligatoirement féministe? Personnellement, je ne crois pas que c'est obligé. Moi, je voudrais qu'on aille au-delà du mot pour parler des réalités. Dire, est-ce que les réalités sociales sont justes, sont égalitaires? Quels sont les problèmes qui se posent et comment faire pour résoudre ce problème? Quant à la troisième intervenante, il s'agissait d'établir la corrélation entre le féministe et le genre au Burkina Faso. On a eu des textes, on a ratifié des conventions, on a pris des lois, mais jusqu'à présent, on n'a pas encore eu ce seuil minimal critique qui est de 30% de femmes à l'Assemblée. Au niveau de l'éducation, j'avais parlé de l'accès, mais bon, il ne suffit pas d'accéder, il faut rester, terminer, avoir des diplômes pour pouvoir occuper ces sphères de décision. L'objectif au final pour ces panélistes est de pouvoir asseoir la lutte pour la promotion des droits de la femme au Burkina Faso. Page culture de cette édition, la ville de Ouagadougou vivre depuis hier au rythme de la 14e édition du Festival international du rire et de l'humour de Ouagadougou Firo. Une dizaine d'humoristes venus de la sous-région prennent part à l'événement. Cette 14e édition est ouverte hier au Sénaza. Ambiance avec Bernard Kombilem et Hadi Sandamba. Qui a été acheté au 15 yards. Apprécié. Un défilé pas comme les autres. Celui-ci, il est humoristique. Nous sommes à la 14e édition du Festival international du rire et de l'humour de Ouagadougou, Firo. Venus de la République de Côte d'Ivoire, du Mali et bien entendu du Burkina Faso, ils sont 14 humoristes à occuper les scènes de cette édition. Une édition qui se penche sur l'humour et les droits d'auteur. Quand on aime l'art, on doit aimer les artistes. Quand on aime les artistes, on doit les encourager, on doit les soutenir, on doit les accompagner, à ne pas souffrir et à être fier de quand on les voit en ville. Et donc du coup, en payant les droits, nous, ça nous soulage, ça fait un salaire pour nous. Donc inciter et aussi dire aux comédiens, il y a beaucoup d'artistes par exemple qui ne savent pas que voilà, le BBDA c'est quoi, ils ne savent pas. Aussi inciter aussi les artistes à être plus professionnels. Et donc c'est important et en tant qu'ambassadrice des droits d'auteur, c'était quand même tout naturel pour moi de lutter pour que les gens puissent honorer de leurs droits. Au commencement, elle était là, présente aux côtés de la promotrice et à tous les spectacles depuis la première édition. Sika Kabore n'a pas manqué non plus le rendez-vous de 2021. On s'est bien amusé, on a beaucoup rigolé. Vous savez que, comme quelqu'un l'a dit, le rire est thérapeutique. Donc, de temps en temps, pouvoir s'éclater comme ça permet de déstresser et de se libérer des vicissitudes de la vie. Et en cela, je voudrais féliciter Augusta pour la constance avec laquelle elle arrive à tenir cet événement régulièrement. Plus qu'un spectacle d'humour, la cérémonie d'ouverture du Firo a servi de cadre pour conter l'historique de l'événement au public, mais aussi pour souffler les 14 bougies. À l'occasion, des filles formées par le Firo ont reçu leur parchemin de fin de formation. Des filles qui ont également offert un spectacle d'humour à cette soirée. Colori, dévergondé, quand je te vois, je vais te casser ton bras. Voilà, Madame, Messieurs, toujours pour parler du Firo qui a ouvert ses portes hier au Sénaza. Nous recevons Augusta Palinfo, promotrice du Firo. Augusta est comédienne et désormais réalisatrice avec à son actif 2 longs métrages, dont le premier est intitulé Carton Rouge. Bonjour.
Bonjour madame, merci de m'avoir reçu sur la RTV. Voilà, promotrice du FIRO, le FIRO qui célèbre depuis hier sa 14e édition, 14 ans consécutifs. D'où est-ce que vous tirez toute cette énergie? Bon, vous savez, quand on commence quelque chose, on ne sait pas quand elle s'arrête. Et quand on démarre une édition où au départ c'est parti pour se faire au Petit Méliès, dans la petite salle de 80 à 60 places, voilà, 60 à 80 places, et à 16h, le même jour, le directeur de l'Institut français t'appelle pour te dire que les tickets sont finis et que les gens en redemandent encore et qu'il faut déporter le spectacle de la petite salle pour la grande salle qui fait 500 places. Quand même, c'est un honneur. Et ça s'est passé à la grande salle, au Grand Méliès. C'était en 98 où il y avait une Coupe d'Afrique où les étalons jouaient, mais quand même, on a rempli ces 500 places. Pour un départ, je dirais que c'était parti pour réussir. Et aussi le domaine de l'humour où il n'y avait pas du tout, voilà, ce métier qui était méconnu de tous. Il fallait bien quand même commencer quelque chose. Et jusqu'à aujourd'hui, le comité du FIRO ne tient pas à lâcher parce qu'on a démarré le premier festival d'humour. Aujourd'hui, il y en a au moins plus de 5 festivals d'humour au Burkina. Ça veut dire que c'est important de toujours garder le FIRO. Vous êtes d'ailleurs l'une des premières lauréates d'humour au Burkina. Pourquoi avez-vous finalement abandonné la scène pour vous consacrer exclusivement au festival? Tout à fait. On dit des fois qu'on ne peut pas courir et se gratter. Enfin, alors, à un moment donné, il faut faire le choix. Le comité qui a l'habitude d'organiser des spectacles professionnellement parlant pour tous ceux qui ont eu à voir le FIRO, ils savent que chaque année, on innove d'une manière ou d'une autre. Ils savent que chaque année, on essaie encore de monter vraiment un peu pour le plaisir de ceux qui se déplacent. Et pour cela, il fallait faire un choix, ou rester humoriste, ou continuer, ou bien organiser. Et donc, le choix, c'était difficile, mais ça s'est fait comme ça parce que j'aimerais bien organiser que de jouer pour donner plus d'opportunités à d'autres personnes de jouer au FIRO. Voilà. L'une des rares femmes humoristes au Burkina, vous voulez donner la chance à beaucoup d'autres jeunes filles d'emboîter vos pas. Et à l'occasion de cette 14e édition, vous avez entrepris de former une dizaine de jeunes filles à l'humour. Pourquoi et quel est le projet avec ces jeunes filles? Alors le projet avec ces jeunes filles, on s'est dit que dans le milieu humoristique, on n'a même pas 4 humoristes, pour ne pas dire 2 ou 3. Troisième, voilà. Alors après Philomène Nanema, Adèle Badolo, la reine des tendances, Edosu Yula, voilà, qui débute, mais qui a commencé au début, qui a lâché un moment pour revenir. Donc on s'est dit, en tant que femme aussi, Augusta, je me suis dit, avec mon comité, il faut bien qu'on puisse former la relève, on puisse former des femmes. Moi, ça me peine de voir une affiche d'un spectacle, d'un festival d'humour, où il n'y a même pas une seule femme dessus. Il y a des moments comme ça, parce que les 2 ou les 3 qui sont là sont prises ailleurs. Donc, c'est parce qu'il n'y en a pas. Donc, il faut promouvoir, il faut inciter les jeunes filles à faire de l'humour, il faut les encourager, il faut les encadrer, il faut les épauler comme on peut. Et ce projet, je l'ai déposé au Fonds de développement culturel et touristique, qui a été accordé une partie avec la coopération suisse, où ils ont donné voilà, une subvention pour qu'on puisse former ces filles en 2 semaines. Et au sortir de là, hier, c'était la restitution. On va choisir 2 filles parmi les 10 qui sont venues de 6 régions et on va les former encore pour faire une création de 45 à 1 heure de temps qu'on va mettre sur des plateaux, sur des scènes humoristiques, des scènes de festival pour se faire connaître. Mais on n'abandonne pas les 8 autres. Les 8 autres sont toujours là. On va toujours les épauler, les aider à écrire, comment faire les choses jusqu'à ce que, en tout cas, celles qui veulent, celles qui vont tenir et celles qui ont quelque chose en elles puissent être au grand jour des grands humoristes. En attendant, 14 artistes sont annoncés pour la 14e édition du FIRO. Ils viennent des pays comme le Mali, la Côte d'Ivoire et bien sûr le Burkina. Tout à fait. À quel type de scène devront-on s'attendre? À une belle scène professionnelle d'humour. Hier, ceux qui étaient dans la salle ont bien aimé.
Les acteurs professionnels ont bien donné et je ne fais que rendre grâce et je ne fais que dire merci au passage à tous ces humoristes parce qu'ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes et le spectacle était de taille. Aujourd'hui, ça continue. Aujourd'hui encore, il y aura d'autres qui ont joué hier, qui vont encore jouer aujourd'hui. Il y aura aussi des nouvelles têtes qui vont jouer aujourd'hui. Et donc, c'est dire aux gens de sortir massivement pour venir rire, parce que le rire est thérapeutique, comme la première dame a dit. Et c'est important de rire, surtout en ce moment de Covid où rien ne marche. Mais nous, on a tenu quand même Mordicus à faire ce festival. Et le public est sorti, le public a répondu. C'est qu'il y a un manque, il y a un besoin. Donc, voilà, c'est pour le public. Augusta Palinfo, comédienne, mieux encore, promotrice du festival Firo. Voilà, comment, en tant que promotrice d'un tel festival qui a su conquérir sa place au Burkina, vous voyez l'humour au Burkina? Je vois que l'humour, quand j'étais lauréate du Grand Prix de l'humour au temps de Mamoudou Ouedraogo, et aujourd'hui, on voit comment ça a vraiment multiplié, triplé les humoristes. Et aussi la qualité, parce que il y a du travail qui est fait. Il y a du travail qui est fait avec tous ces promoteurs de spectacles qui donnent, qui offrent des scènes comme Salif Sanfo, du Wistiti d'Or, comme Gérard, Cercle des Arts Vivants, et voilà, et j'en passe. Et comme ces doyens de l'humour, Génération 2000, Gombo.com, qui quand même ont des enfants, enfin les petits autour d'eux, qui les forment, qui les donnent des conseils, qui les encadrent pour voir encore ces jeunes-là être mieux que nous, mieux que... Voilà, et donc on est dans l'obligation à un moment donné de faire bien parce qu'on a choisi. Et quand on a choisi, ce que tu choisis, il faut bien le faire. L'humour burkinabé se porte bien. Ouais. Mais est-ce qu'on peut espérer qu'un jour on peut atteindre le niveau d'humour des pays comme la Côte d'Ivoire par exemple? Tout à fait. Tout à fait. C'est un défi, ça dépend de notre public parce que le public adhère déjà. Le public sort. On n'a pas assez de public, mais le public qui sort, ils aiment l'humour. La salle du Sénasa, on l'a remplie. Chaque spectacle, chaque événement humoristique, ça veut dire qu'il y a eu le besoin et les gens sont là. Et donc, du coup, si on veut relever les défis pour que ça soit au stade, oui, un spectacle d'humour au stade municipal, pourquoi pas? C'est possible. Il faut juste qu'on mette les bouchons doubles et aussi que le public ait confiance en nous, aux talents qui vont prester sur scène. Et puis, c'est possible. En parlant de talent, le Firo a permis de révéler plusieurs talents sur la scène. Est-ce que vous êtes fière du travail qui a battu jusque-là? Moi, je suis très fière. Le comité du Firo, mes collaborateurs et tous ces humoristes, parce que je ne travaille pas seule. Vous savez, quand on a un événement, il y a une solidarité humoristique qui est là, qui ne se dit pas, mais qui est là parce que quand moi je fais un événement, que je vois Philomène Nanema venir assister, Gérard, son excellence, qui vient avec du monde avec lui, les générations 2000, tous ces humoristes-là qui sont là, pour regarder, pour suivre, et après tu dis, ah, ici c'est comme ci, c'est comme ça, parce qu'il n'y a pas d'édition parfaite, il y a toujours des petites choses, mais on essaie toujours de relever les défis au fur et à mesure. Moi, je suis très satisfaite parce qu'aujourd'hui, je peux dire que grâce au Firo, il y a 14 ans, il y avait des spectacles qui se passaient où on ne parlait même pas de l'humour. Mais aujourd'hui, il n'y a aucun spectacle qui se passe sans qu'on ait au moins un seul humoriste dedans. C'est une fierté. 14 ans, c'est beaucoup. Voilà. Et pour plus de rayonnement de l'humour au Burkina, quelles sont vos perspectives? Alors, c'est dur, mais je vais le dire parce que je souhaiterais quand même avoir une école pour former des humoristes, mais professionnellement parlant, où des gens vont quitter à l'extérieur, ici, pour venir les former, que ce soit une école comme l'école du théâtre, voilà, qui existe, voilà, une école d'humour, où des gens vont vraiment s'inscrire pendant 3 ans, 4 ans, sortir avec des masters et puis se dire, voilà, on est humoriste. Parce que l'humour, ce n'est pas seulement venir raconter des blagues, mais c'est aussi apprendre à écrire. Qu'est-ce qui fait rire? L'actualité, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il ne faut pas, comment je dois m'étirer sur scène. Il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte. Voilà.
Voilà, on va s'arrêter là. Augusta Palinfo, merci. Merci. En tout cas, je profite de votre antenne pour vous dire encore merci à la RTB, parce qu'il est partenaire depuis la première édition. Merci beaucoup à tous mes collaborateurs, à tous les humoristes qui ne cessent de nous soutenir, mes partenaires fidèles et le public. Merci à vous de m'avoir reçu. Je rappelle que vous êtes la promotrice du FIRO et vous êtes là pour nous parler de la 14e édition qui s'est ouverte dans la soirée d'hier. Restez avec nous pour la suite de l'édition. Merci, c'est gentil. En page internationale, l'Union africaine renonce à se procurer le vaccin AstraZeneca contre le Covid-19. Une renonciation qui est liée à des problèmes d'approvisionnement, explique le responsable du Centre africain de contrôle des maladies. Suivez. L'Union africaine renonce à recourir au vaccin AstraZeneca produit en Inde. Selon le responsable du Centre africain de contrôle des maladies, ce sont des problèmes d'approvisionnement qui justifient ce choix. L'instance africaine précise que cette décision n'a aucun rapport avec le lien possible avec 2 rares cas de cailleux sanguins impliquant le vaccin Oxford AstraZeneca. Si le vaccin sera toujours fourni par le dispositif COVAX, les restrictions indiennes sur les exportations auraient compliqué les choses pour l'Afrique. Le Serum Institute of India est autorisé à fournir des vaccins à l'échelle mondiale, mais les autorités de Delhi ont réquisitionné des stocks pour faire face à une augmentation de cas de contamination. L'Union africaine étudie la piste du laboratoire américain Johnson & Johnson, qui a déjà signé un accord pour 400 millions de doses uniques. Merci, madame, monsieur, d'avoir suivi cette édition de la mi-journée de ce samedi. Bon week-end à tous en compagnie des programmes de la RTB.